Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec une invitée, Alice. Bonjour Alice. Bonjour Mélanie, merci pour ton invitation. Eh ben, avec grand plaisir. Écoute, on s'est rencontrés grâce à Instagram l'année dernière, je crois. Et puis ensuite, eh bien, tu avais pris une séance avec moi et on a continué à bien se parler. Et on s'est rencontrés aussi en vrai au Mexique là en ce début d'année. Et puis voilà, je suis vraiment ravie aujourd'hui de t'accueillir sur ce podcast. Je vais essayer de présenter pour déjà remettre le contexte aussi de qui tu es et de ce que tu offres au monde. Mais en tout cas, tu es une personne qui, je trouve, est vraiment lumineuse et tu apportes aussi une notion de guérison qui aujourd'hui dans notre société est quand même assez tabou. Et du coup, je pense qu'on va en parler durant cet épisode. Mais en tout cas, voilà. Bienvenue et je te laisse te présenter. Avec joie. Bonjour à tout le monde. Donc moi je m'appelle Alice Rebière, je suis naturopathe et coach. J'ai fait ma reconversion professionnelle. Disons que j'ai pris conscience que j'avais besoin de faire une reconversion professionnelle à cause d'un problème de santé. J'ai déclaré une maladie auto-immune quand j'avais 16 ans et en fait c'est ça qui m'a permis petit à petit de retrouver mon chemin et ce qui était juste pour moi parce que je m'en étais complètement écartée et je m'en étais pas rendu compte dans un premier temps. Donc j'étais partie dans une vie très dans le système, très cadrée, vie tu vois avec des études d'ingénieur, etc. Et en fait j'étais complètement déconnectée de moi et de ce que j'avais vraiment envie de faire, ce qui j'avais vraiment envie d'être aussi. Euh, donc ça m'a pris un long chemin pour me reconnecter à moi et donc des problèmes de santé, donc une maladie auto-immune qui a pris beaucoup de temps à être diagnostiquée parce que il y en a beaucoup, malheureusement on n'en parle pas trop, mais il y a beaucoup d'errances médicales sur des maladies auto-immunes, on sait pas trop ce que c'est et ça prend des années en fait. Donc moi ça a pris 4 ans pour avoir le diagnostic et Wow. finalement quand ça a été posé, on m'a annoncé que 10 ans plus tard je serais en fauteuil roulant si jamais, enfin dans tous les cas en fait, puisqu'il y avait rien qui était possible à part soulager la douleur de manière ponctuelle avec des médicaments pour cacher un peu les symptômes. Et donc du coup, moi j'ai refusé ça. J'ai dit non, je suis pas d'accord. En fait, je suis pas d'accord avec le principe. Je pense qu'il y a une autre voie qui est possible. Et si vous la connaissez pas, je vais la trouver. Et donc ça a été mon chemin de dire non en fait à ce qu'on pouvait me proposer dans la santé conventionnelle. Et j'ai cherché ce qui pouvait exister ailleurs, qui pouvait me proposer une voie d'évolution dont j'avais envie, autre que finir dans un fauteuil roulant 10 ans plus tard. Et donc aujourd'hui, on est 10 ans plus tard. Cette année, voilà, c'est les 10 ans de l'apparition de ma spondylarthrite. Et comme tu as pu le voir, quand on s'est rencontrés il y a un mois au Mexique, je suis en parfaite santé. Je pense que je vais beaucoup mieux que ce que j'ai pu aller les 10 dernières années. Donc, pour moi, c'est justement montrer que c'est possible d'aller bien malgré le fait qu'on ait des diagnostics de maladies chroniques et qu'en fait, en remettant en place plein de choses dans sa vie, on peut, on peut très très bien vivre sans problème. Hmm. Et du coup, créer un futur désirable. Oui, exactement. Ah, c'est génial. Et du coup, toi aujourd'hui, dans ce que tu proposes en termes de, de comment dire d'offres, il y a vraiment ce côté accompagner aussi ces personnes qui peuvent vivre des maladies chroniques. Et comme tu dis, en fait, souvent il y a quand même une sorte d'errance médicale et ou des pronostics qui clairement, si t'es pas accroché et si tu sens pas cet élan de vie et de dire en fait non, Mm. je pense que je peux très bien vivre et continuer, que ça puisse s'améliorer. Ça peut clairement aussi, je pense, briser des vies. Et du coup, je trouve ça génial que tu aies choisi de vraiment bien accompagner ces personnes, puisque bon après voilà, c'est aussi grâce à ton expérience de vie. Mais est-ce que tu as envie d'en parler un petit peu aussi de ça? Oui, pour moi, il y a un médecin qui a très très bien résumé la question. Il s'appelle Norman Cousin, il a vécu dans le milieu du XXe siècle, et il a dit accepter le pronostic, accepter le diagnostic, mais refuser le pronostic. Mmh. Et pour moi, en fait, la clé, elle est là-dedans. C'est-à-dire, premièrement, euh, tout chemin de guérison commence par l'acceptation. Donc, accepter les choses telles qu'elles sont. Et dans un second temps,
en fait, pas se laisser dicter sa vie et donc reprendre les rênes de sa vie, reprendre les rênes de sa santé aussi, et du coup choisir son propre chemin d'évolution. Donc pour Mmh. moi, il y a tout dans cette phrase en fait. Oui, et du coup, je trouve que on fait très vite aussi des parallèles, tu sais, avec l'entrepreneuriat. C'est pareil, c'est du coup prendre les rênes de sa vie, c'est prendre la responsabilité aussi d'entreprendre. Et je sais qu'on a réalisé ensemble un épisode où moi c'était moi qui t'ai invité sur ton podcast autour de l'entrepreneuriat aussi, qui est pour moi une voie de guérison. Et voilà, j'aime beaucoup ces parallèles, c'est vraiment intéressant. Oui, ben en fait, pour moi, je suis vraiment venue justement à reprendre mes pleins pouvoirs, on va dire, sur ma vie. J'aime beaucoup parler de souveraineté à travers la Mmh. santé. Pour moi, ça a été vraiment le point déclencheur parce que je pense que j'étais tellement déconnectée de qui j'étais vraiment que du coup, ça s'est concrétisé dans le corps et ça s'est manifesté par des symptômes physiques. Et ça, c'est quelque chose qu'on dit souvent en naturopathie, c'est que, ben, en fait, il y a des facteurs primaires, on va dire, dans les causes des maladies qui viennent plus du côté émotionnel ou mental ou psychique. Et en fait, ils vont venir se matérialiser dans la matière si jamais on les prend pas en compte et si jamais on les laisse trop traîner. Et moi, c'est vraiment ce qui s'est passé. Donc, ça a été le déclencheur de me dire, bah non, en fait, là, le corps, il dit stop. Donc, on reprend un peu les rênes de ta santé, pour le coup. Et à travers, justement, des approches de santé naturelle où tu deviens vraiment responsable par rapport à ta santé. Tu vois, t'es pas dans l'attente de l'extérieur, de quelque chose, etc. Tu reprends les rênes de ta santé. Donc, du coup, tu deviens responsable, tu deviens autonome. Et finalement, en fait, ça t'amène à venir te poser des questions par rapport à ta responsabilité et ton autonomie dans tous les autres domaines de ta vie, Mmh. y compris, du coup, dans ton activité professionnelle. Et pour moi, évidemment, l'entrepreneuriat, c'était comme une suite là-dedans, justement, dans ce chemin, en fait, de guérison. Moi, je parle beaucoup de guérison parce que je pense que, au-delà du fait que c'est un mot tabou, il y a tellement de sortes de guérisons intérieures qui peuvent se faire. Et voilà, on en avait parlé effectivement dans l'épisode qu'on avait enregistré aussi sur mon podcast. Mais voilà, pour moi, l'entrepreneuriat fait aussi partie d'une forme de guérison à un niveau plus subtil, puisque ça demande de devenir reprendre justement sa responsabilité et sa pleine souveraineté en fait à travers son activité professionnelle. Mmh. Merci pour ça. Et je pense que j'aimerais bien qu'on en reparle juste après, mais je rebondis quand même sur le premier point, que la santé amène vraiment déjà un premier stade de guérison. Euh, et je trouve que ça amène aussi, tu vois, ça ouvre une conscience. Moi, je suis née dans une famille où la santé a toujours été évoquée depuis un point de vue plutôt alternatif, parce que j'ai une maman qui est passionnée, qui se renseigne énormément et qui pour elle c'était une évidence. Donc j'ai eu la chance d'être accompagnée par des médecins homéopathes dès que je suis née en fait. Et j'ai une maman en plus qui vraiment avait des valeurs et a essayé de les, enfin, elle les a respectés jusqu'à ce qui était juste pour nous, moi et mon frère. Mais tu vois, après avec mes études qui ont été très intellectuelles, euh, et parce que bah clairement c'était le faire faire faire, j'ai perdu, tu sais, cette connexion au corps, pourtant que j'avais eu parce que petite j'ai fait beaucoup de sport, que ce soit beaucoup de piscine, de la danse classique. Donc c'est vraiment des sports qui sont très reliés au corps, à la sensation dans le corps, l'équitation, etc. Même du cirque. Et puis voilà, au fur et à mesure de ces études, j'ai vraiment perdu cette conscience au corps. Et pour moi, c'était le corps était devenu quelque chose une sorte d'évidence en fait qui forcément doit fonctionner euh, en fonction de ce que l'intellect et le mental décident, si tu veux. Mm. Et en revenant en arrivant au Costa Rica l'automne dernier, pour moi, il y a vraiment eu cette reconnexion au corps déjà par le climat parce que il fait chaud, donc on sent la chaleur sur le corps. C'est un autre environnement, on est beaucoup plus aussi dénudé, on porte des vêtements quand même beaucoup plus légers. Et puis tout ça, ça m'a amené aussi à sur les mains de l'eczéma depuis presque 2 ans que j'essaie de traiter de 1000 façons de point de vue plutôt psychique, au niveau, tu vois, du coaching, de libération émotionnelle, des mémoires, enfin blablabla, blablabla. Alors, après, l'eczéma, pour moi, ça a été une boule à facettes, donc c'est extraordinaire le cheminement que j'ai pu avoir avec. Mais tu sais, au final, j'étais pas allée jusqu'à l'alimentation parce que dans ma tête, j'avais une alimentation qui était, somme toute, très correcte, naturelle. Et, euh, et voilà. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais pas pris en compte. Et après, j'ai fait un long cheminement sur l'alimentation.
Et en fait, cette bascule supplémentaire sur l'alimentation, ça m'a amené à prendre conscience que, tu vois, notre société actuelle, eh ben, il y a aussi tout un système, des normes, et qu'en fait, dès que tu fais attention à ne plus trop consommer de gluten, moi, je sais que les œufs, c'est quelque chose qui, clairement, n'aide pas du tout l'eczéma. Va trouver des trucs dans un restaurant ou quoi que ce soit où tu es sûr qu'il n'y a pas d'œufs. Les laitages. En fait, enfin ça. Et puis de comprendre aussi l'impact, tout le fonctionnement du foie. Enfin, en fait, ça ouvre un champ un champ de conscience de notre propre corps. Moi, ce que je trouve dingue, c'est qu'au final, on a zéro connaissance du corps et qu'aujourd'hui, à la limite, si tu veux vraiment connaître le fonctionnement du corps, faut se payer 3 ans d'études naturopathiques, ce qui est quand même assez triste parce que ça devrait être enseigné vraiment à l'école, mais d'un point de vue vraiment chimique. Tout à fait. Tout le fonctionnement enfin voilà, quand moi j'avais à un moment donné j'ai voulu m'inscrire dans une école de naturopathie, mais juste en fait déjà à la base pour comprendre comment tout ça fonctionnait. Et je me dis, mais quand j'ai lu le programme de l'école, je me suis dit, mais ça devrait être le programme que les enfants devraient avoir depuis la maternelle, avec au fur et à mesure une augmentation dans le niveau et dans la compréhension du corps. Donc voilà, ce que je voulais vraiment dire dans tout ce que j'ai dit là, c'est que tout cela, ça amène aussi à ouvrir un autre paradigme et un autre champ de conscience. Et je sais pas si tu rejoins ce que je veux dire. Totalement. C'est intéressant ce que tu partageais sur ton parcours parce que en fait, il y a plein de facteurs différents qui rentrent en jeu par rapport à la santé et du coup qui vont amener justement un changement de paradigme comme tu dis. Mais du coup, je vais reprendre juste un peu ces éléments-là. En fait, en naturopathie, on dit que les piliers de la santé, c'est une alimentation saine, un équilibre psycho-émotionnel qui est sain aussi, qui est stable, et de l'activité physique. Et moi, j'aime bien élargir à l'hygiène de vie en incluant aussi la respiration, puisque trop souvent on oublie que c'est quand même la première nourriture cellulaire, l'oxygène. Donc sans oxygène, déjà, voilà, on n'est plus là. Mais voilà, souvent on met en avant ces 3 piliers de la santé. Et en fait, en général, quand on commence à avoir un problème de santé, eh ben, on va avoir une porte d'entrée. Et en fonction des personnes, ça peut être l'alimentation d'abord. Moi, ça a été mon cas. Quand je me suis pris en main par rapport à ma santé, ça a été l'alimentation, ma porte d'entrée vers la santé naturelle. Donc toi, visiblement, c'était plus le côté psycho-émotionnel. Il y a d'autres personnes, ça va plus être l'activité physique et ils vont trouver une manière de soulager leurs maux à travers l'activité physique. Mais ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'on est un ensemble, en fait. Et donc, comme on a une vision holistique, comme on est des corps holistiques, il faut vraiment prendre en compte tous ces différents piliers pour vraiment permettre de retrouver un équilibre. Et en prenant un seul, en fait, ça reste déséquilibrant. Et souvent, il y a des frustrations de certaines personnes qui cherchent, tu sais, la baguette magique pour changer des choses. Et donc, ils vont se dire, ah oui, mais j'ai pas trouvé. Et pour moi, par exemple, comme tu disais, le sans gluten, ça marche pas, tu vois. Mais pourtant, je pense que pour elle, ça a super bien marché. Je comprends pas pourquoi ça marche pas. Mais parce que aussi, on est tous différents. Et donc, du coup, ce qui va être vrai pour toi, Mélanie, va pas être vrai pour moi, parce que on a des tempéraments différents, on a une histoire différente, on a une capacité de résistance différente, etc., etc. On a une hérédité qui est différente aussi. Et donc, du coup, ce qui va être vrai pour l'un va pas être vrai pour l'autre. Ce qui complexifie énormément la chose, mais ce qui la rend beaucoup plus passionnante, parce que parce que ça veut dire que, enfin, on est vraiment au cœur de l'unicité en fait de la personne. Et je pense que justement, quand tu te reconnectes à ça, quand tu arrives à travers un des piliers de santé et que tu commences à t'intéresser aux autres et à mettre en place un peu cette vision holistique de la santé à travers ces différents piliers, là, tu commences à te reconnecter à ton unicité. Et pour moi, ce qui fait justement qu'on évolue vers un nouveau paradigme, c'est cette responsabilité qu'on prend par rapport à soi-même et cette reconnexion à notre unicité. Où là, tu vois, on devient conscient de sa place, on devient conscient de qui on est, de ce qu'on a à faire ici, et donc comment est-ce qu'on peut contribuer à une échelle plus globale aussi. Donc voilà, on ouvre clairement le champ des possibles. Clairement. Et tu sais, tu parlais tout à l'heure de responsabilité. Moi, c'est une valeur et un sujet qui me passionne. Et je trouve que quand on s'engage dans ce champ-là, tu sais, il y a la responsabilité aussi de ressentir ce qui est juste pour nous, ce qui ne l'est plus, ce qui ne l'est pas. Et tu sais, on a tellement remis notre pouvoir à l'extérieur, tu vois, au niveau dans le domaine de la santé. Il y a plein de gens, quand ça va pas, ils vont directement aux urgences ou chez le médecin parce qu'ils savent pas quoi faire. Et du coup, le médecin va sûrement te prescrire quelque chose et dans la tête des gens, bon bah voilà, c'est comme ça. Puis si ça n'a pas réglé le problème, bah pauvre de moi et bah là, je sais plus quoi faire quoi. En gros, je suis un cas désespéré.
Sauf que tu vois, dans ce cheminement que tu as pu faire, et que bah, moi aussi, ça nous engage aussi, d'une part, à chercher par nos propres moyens, à expérimenter, et depuis ces expérimentations, de venir ressentir si oui ou non c'est juste pour nous. Parce qu'en fait, comme tu dis, la baguette magique, elle n'existe pas vraiment. Je pense que peut-être la baguette magique, c'est justement notre intégrité, notre justesse interne. Euh, mais ça nécessite aussi de l'expérimentation. Et du coup, c'est un sacré chemin. Tout à fait. Déjà, pour ressentir, tu vois, vraiment avec justesse, puisqu'on n'est plus habitué à vraiment ressentir bah, ça en nous. Et puis, ou qu'on n'a pas du tout été habitué. D'ailleurs, c'est peut-être un apprentissage à part entière. Et puis ensuite, bah, s'engager pleinement et, et être, du coup, responsable de nos choix. Mmh. Oui, en fait, effectivement, dans cette question de responsabilité que tu évoquais, il y a souvent une remise à l'extérieur de son pouvoir personnel par rapport à sa santé par manque de connaissances. Parce qu'en fait, on ne sait pas comment notre corps fonctionne. Donc, ce que tu disais tout à l'heure, que ça devrait être après l'école, je suis entièrement d'accord avec toi. Il y a des bases de santé qui devraient être connues par tous. Euh, et en fait, pour moi, le naturopathe, c'est avant tout un éducateur aussi, un éducateur de santé. On donne souvent ce deuxième mot-là. Mais il y a vraiment cette notion, tu vois, de transmission pour donner les bases en fait de ce qui est bon pour toi. Et effectivement, ça va être différent pour chacun, mais si jamais tu transmets les connaissances et que du coup toi tu t'appropries derrière la connaissance, et ben ça veut dire que derrière tu vas avoir la possibilité de faire par toi-même. Si on dit souvent la différence entre je te donne un poisson ou bien je t'apprends à pêcher, bah c'est un peu ça. L'idée là, c'est pas de te donner le poisson, mais c'est de venir t'apprendre à pêcher pour que derrière tu sois autonome. Mm. Et trop souvent, alors il y a des choses qui sont fantastiques dans la santé conventionnelle et heureusement qu'elle est là. Et c'est très complémentaire en fait avec toutes les approches de santé naturelle qui peuvent exister. C'est là justement que, en termes de holisme, en prenant tout en compte, c'est hyper intéressant. Mais c'est vrai que trop souvent, on a tendance à cacher le symptôme et puis à aller regarder juste, ok, c'est quoi le problème en surface? Bon, t'es constipé, bah, je vais te donner des Laxatif. anticonstipants, des laxatifs, merci. Voilà, et on va pas aller se poser la question, mais pourquoi? Et c'est quoi les tensions qu'il y a? Est-ce qu'il y a un problème de microbiote? Est-ce que il y a eu un stress particulier, etc. Et donc oui, bah tant que tu vas prendre les laxatifs, tu vas plus avoir ton problème de constipation, mais si tu les arrêtes, tu sais, c'est un peu comme une béquille en fait. Carrément. Genre, tu boites et en fait, tant que t'as la béquille, ça va, tu peux marcher, mais si t'as plus ta béquille, bah en fait, tu peux plus marcher. Ou tu continues à boiter plus, tu vois. Et, et c'est la même chose en fait avec des choses qui vont cacher les symptômes. Alors ça peut être hyper bien hein, parce que notamment dans les maladies chroniques, la douleur c'est hyper dur à supporter. Je peux te le dire parce que je l'ai supporté au quotidien pendant un sacré nombre d'années. Mais si jamais tu fais que cacher la douleur et que tu vas pas voir le message qu'il y a derrière, ton corps en fait il te crie quelque chose, il te crie de changer des choses. Et si jamais tu l'écoutes pas, et ben en fait il va crier encore plus fort. Il va crier encore plus fort jusqu'à t'amener des choses qui vont être plus graves finalement. Et en fait, tu vas te retrouver dans des situations dont tu auras encore plus de difficultés à t'en sortir au niveau santé. Mm. Ouais, complètement. Tout à fait, tout à fait. Tout à l'heure, on a parlé, tu vois, de l'entrepreneuriat comme une voie aussi de guérison. Comment toi ça résonne? Tu vois, est-ce que dans quels espaces déjà dans ta vie ça a pu avoir, tu vois, cette dimension? Mm. Oh, bah plein d'espace. Plein d'espace parce que pour être entrepreneur, ça demande un état d'esprit particulier. Où justement, quand tu es dans le salariat, tu vas être... alors, le mot est pas forcément bien choisi, mais j'ai pas d'autre mot. C'est un peu sous une forme d'assistanat, dans le sens où, tu vois, par exemple, par rapport à ton rapport à l'argent, en fait, l'argent arrive à toi, on te le donne. Un peu comme quand tes parents, ils te donnent à manger quand t'es petit, tu vois. Et alors que là, j'aime pas le terme gagner de l'argent, mais je préfère le terme anglais qui est make money, où tu fabriques l'argent, parce qu'en tant qu'entrepreneur, c'est vraiment ça, c'est toi qui fabriques, qui génère ton propre argent. Et donc du coup, ça te demande justement de sortir de je reçois passivement et je fais rien, et à la place de dire ok, bah, je mets des choses en place et je suis proactif pour qu'il se passe quelque chose. Et c'est moi qui prends de moi et qui vais vers l'extérieur. Euh, donc il y a ça, il y a le fait d'avoir ben voilà ce rapport à l'argent qui est complètement chamboulé. Donc ça vient travailler des choses à l'intérieur, ça peut travailler des peurs, ça peut travailler des croyances, des choses qui sont crispées parce qu'on n'a pas l'habitude. Et donc toute sortie de zone de confort, toute sortie de notre zone d'habitude va être hyper dure.
Donc derrière, en termes émotionnels, c'est très challengeant aussi. On parle souvent des vagues émotionnelles de l'entrepreneuriat. Tu passes par des hauts et des bas. Donc, si jamais émotionnellement, c'est déjà compliqué pour toi dans la vie, l'entrepreneuriat va venir encore plus appuyer sur ça. Donc, ça veut dire que ça va être encore plus un focus pour toi pour aller travailler sur cet espace-là qui déjà a été un peu warning. Et en fait, du coup, faut que tu ailles travailler ça si jamais tu veux réussir à reprendre le contrôle un peu. Donc pour moi, en fait, l'entrepreneuriat, c'est comme un truc qui va venir mettre en lumière l'endroit où tu as besoin de travailler au bon moment. Par exemple, ça peut être aussi dans la notion de gestion du temps, tu vois. Moi, au tout début, j'avais énormément de difficultés au début de mon activité d'entrepreneur à gérer mon temps. Et je savais pas comment faire parce qu'on m'avait toujours dit tu travailles de 9h à 17h avec 2 heures de pause, plus tu vas faire ça à tel moment, etc. Et en fait, on m'avait dit ce qu'il fallait que je fasse à tous les moments. Alors que là, c'est à moi de dire bon bah ok, c'est quoi ce que j'ai envie en fait. Et encore une fois, on revient justement à se reconnecter à ses besoins. Dans l'entrepreneuriat, si t'écoutes pas tes besoins, et bah pareil, tu risques de partir dans de la non-écoute de toi. Donc du coup, il va se passer qu'il va y avoir des choses au niveau émotionnel, au niveau mental qui vont se passer pour toi. Donc ça peut être des crispations, des tensions, des émotions désagréables, etc. Et si jamais tu restes dans cette non-écoute, ça va finir par se matérialiser en troubles physiques aussi. Et c'est là que souvent on a des personnes qui vont aller jusqu'au burn-out, beaucoup de fatigue importante dans l'entrepreneuriat parce qu'il y a une non-écoute de ces rythmes aussi. Mmh. Voilà, ça fait partie des principaux, mais je pense qu'il y en a plein d'autres aussi auxquels je pense pas forcément maintenant. Bah, après, pour moi, c'est large. Moi, c'est un sujet qui me passionne. C'est pour ça aussi que aujourd'hui, j'accompagne les entrepreneurs. Tu sais, finalement, ce que tu viens de dire là, déjà, c'est une grande base. C'est le fait de sortir de ce cadre salarial qui est quand même la norme de nos sociétés actuelles. Et c'est déjà un grand cheminement parce que, comme tu dis, ça vient toucher à l'argent, ça vient toucher à l'organisation, tu sais, à la gestion du temps, à se rendre libre aussi. Et tu sais, souvent, ce qui est compliqué, c'est que on quitte le salariat pour être libre et puis pour sortir d'un cadre rigide. Et au final, alors que l'entrepreneuriat n'invite qu'à la souplesse, plus t'es souple, plus les vagues émotionnelles ou les montagnes russes, en fonction de comment on les appelle, plus elles seront, comment dire, peut-être moins hautes et moins basses, et peut-être plus agréables à vivre. Mais finalement, très vite, en fait, quand on sort déjà d'un système, si c'est en réaction, plus il y aura de la réaction, plus ça sera rigide. Et puis, ben, comme tu dis, en fait, on n'a pas un guide de l'entrepreneur qui débute avec tout. Et puis, quand bien même ce guide-là, en fait, ce serait juste une béquille parce que c'est l'expérimentation qui va être importante. Et tu vois, comme tu disais tout à l'heure, au même titre que la santé et l'alimentation, moi, mes besoins ne sont pas les tiens, en fait. Et, et du coup, c'est un champ d'exploration qui est gigantesque et que j'adore. Mais, mais oui, il y a vraiment déjà sortir de ce cadre salarial. Et puis, tu sais, même après, au niveau du fait de prendre la parole, porter sa voix, prendre sa place, ça C'est une pareil, c'est belle encore médecine de confiance en soi aussi. la confiance en soi, tu vois, gérer l'incertitude, parce que clairement, en tant qu'entrepreneur, c'est le quotidien, l'incertitude. Faire des choix. Ouais, faire des choix. Enfin, du coup, voilà, ça vient, en fait, ça vient, tu vois, rattraper tous ces petits espaces qu'on avait vachement et que même dans nos modèles familiaux, souvent, on a pu voir complètement remis à l'extérieur. Et du coup, ben, voilà, c'est une voie d'exploration infinie. Je pense que c'est au même titre que la santé, que l'amour de soi, que la confiance, etc. Je pense que c'est l'œuvre d'une vie. Mais plus on est souple, plus on s'autorise aussi à ajuster, s'ajuster même au quotidien si besoin. Plus plus ça ouvre, encore une fois, tu vois, des nouvelles portes. Ça ouvre aussi un nouveau champ des possibles. Et plus c'est doux. Tant qu'à faire, c'est plus agréable. Carrément. Mm. Pour moi, il y a aussi la notion, je t'écoutais, ça m'a fait penser, il y a aussi la notion de se reconnecter à la relation entre soi et les autres. Donc oui, il y Mm. a le côté communication, mais pas que, parce que dans l'entrepreneuriat, quand c'est toi
qui est aux commandes de ton entreprise, effectivement, tu as donc on disait le processus de décision, etc. Mais il va y avoir comment est-ce que tu vas être par rapport aux autres. Donc par rapport aux autres, c'est par rapport à tes collègues. Comment est-ce que tu vas être par rapport à tes prestataires. Comment est-ce que tu vas être par rapport à tes clients, etc. Et du coup, aussi comment tu vas être par exemple par rapport à des collaborateurs. Et je pense que cette notion de relation à l'extérieur, elle est encore plus importante que beaucoup de personnes se lancent dans l'entrepreneuriat, de ce que j'ai vu. Des fois un peu en réaction, tu sais, parce que ils veulent garder le contrôle. Tu vois, ils veulent être. Enfin, du coup, c'est difficile pour eux d'être. Enfin, une fois que t'es rentré dans l'entrepreneuriat, c'est difficile de travailler pour quelqu'un. Mais tu sais, le côté de je veux être mon propre chef, il y en a pour qui c'est le moteur principal quand on va vers l'entrepreneuriat. Et et du coup, ça demande aussi de venir travailler sur la différence entre, par exemple, le management et leadership, tu vois. De à quel point, quand tu vas travailler avec quelqu'un, tu vas lui dire justement, faut faire ça, ou est-ce que tu vas le laisser libre, tu vois, d'avoir ces espaces de créativité aussi. Donc, je trouve que ça vient beaucoup faire travailler sur les relations aussi, l'entrepreneuriat. Ouais, et tu vois, là, moi, de mes dernières expérimentations, c'est vraiment la structure. Et tu parlais tout à l'heure de leadership. Et, euh, et là, je suis en train de vraiment préciser, mettre à plat, construire la direction. Mais tu sais, jusqu'alors, au final, j'avais pas vraiment de direction. Parce que pareil, la direction, ben, ça peut aussi créer des peurs. Si on l'atteint pas, du coup, ne pas se sentir bien. Enfin bref, tout ça, tout ça, tout ça. Il y a beaucoup de choses qui sont cristallisées aussi autour de ça. Mais au final, la direction, c'est aussi la vision. C'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, la vision, quand on voit dans les formations, dans les accompagnements et tout, c'est devenu le saint Graal, au point où moi, quand j'avais des clients en appel de rencontre, me disaient, ah oui, il faut absolument que j'ai une vision. Mais au final, ils en avaient une, mais ils en rendaient même pas compte tellement que ça a été sacralisé presque la vision. Mm. Donc déjà, revenir à un stade de neutralité. Mais voilà, de vraiment donner une direction, d'une structure. Là, je l'ai vraiment sur plusieurs années. Il y a aussi des grands projets qui émergent pour moi et mon entreprise. Donc voilà, ça amène au leadership. Et aujourd'hui, tu vois, je reprendrais une assistante ou un prestataire, etc. J'aurais pas la même posture parce que j'ai cette direction, parce qu'aussi je suis femme qui a une entreprise et j'ai beaucoup plus cette posture aussi de femme entrepreneur où là je fais des choix pour l'entreprise, pas moi Mélanie. Oui. Mais pareil, comme tu dis, en fait, c'est un sacré cheminement. Ouais. Surtout pour moi qui jusqu'alors avait un schéma, tu sais, en anglais, tu as vraiment l'expression to please someone, donc faire plaisir, mais je trouve qu'en français, c'est beau, faire plaisir, alors que to please someone en anglais, on comprend vite qu'il y a un petit souci. Mm. Du coup, par aussi besoin d'amour, par beaucoup de difficultés à dire non, enfin, tout ça, c'est un grand programme aussi. Mais encore une fois, c'est un champ d'exploration. Et quand t'es entrepreneur, et ben, par respect aussi pour l'entreprise, et ben, faut travailler ça. Ouais. Moi, j'aime bien comparer ça, tu sais, à soit quand tu es au volant de ta voiture ou bien dans une cabine de pilote d'avion, tu vas avoir un grand tableau de bord euh, et t'es pas, enfin, tu vois, souvent tu as un copilote dans les cabines d'avion et tout. À la voiture, c'est pas forcément vrai, mais toujours, tu vois, tu as au moins le taux d'essence, donc typiquement ton réservoir d'énergie. Tu vas avoir un GPS. Si jamais tu mets rien dans le GPS, en fait, tu sais pas où tu vas, tu vois. Ça va être très compliqué d'arriver quelque part si jamais t'as pas de destination. Pour moi, c'est ça la vision. Et puis c'est pas grave si jamais tu sais pas exactement où tu vas en Bretagne, puisque toi t'es de Bretagne. Bah je sais pas, tu peux mettre Nantes dans un premier temps et puis ensuite t'ajustes, tu vois. Et comme, enfin moi je viens de Bordeaux, donc Nantes c'est vers la Bretagne. Mais voilà, enfin tu vois, tu ajustes au fur et à mesure et tu dis bah je vais aller par là-bas, donc vers Nantes, et donc je commence à aller là-bas et puis après je me dis ok bah en chemin je réajuste et puis peut-être que je vais aller plus vers je vais mettre la direction de Lorient ou bien de Vannes, ça va pas être au même endroit exactement. Mm. Et voilà, donc ça fait partie des choses, tu vois, qui sont indispensables aussi sur ta voiture. Enfin, tu sais, alors je suis pas très bonne en voiture, donc ça va peut-être être un peu compliqué en termes de vocabulaire, mais tu sais, la puissance du moteur. Il y a des moments où il faut pas non plus trop forcer sur le moteur parce que sinon après il va trop chauffer et tout. Tu vois, c'est pareil, il faut te ménager en tant qu'entrepreneur. Mm. Tu peux pas aller au-delà de tes capacités non plus, même s'il y a des moments où tu aimerais bien aller très vite. Il y a des moments en fait, il faut juste ralentir un peu, aller faire une pause, remettre de l'essence, éteindre le moteur. Et pour Oui, moi, cette métaphore, elle est parfaite, tu vois.
Bah, tu vois, il y a des choses, il y a déjà aussi le bien-être et c'est pour ça que mon grand message, c'est l'entrepreneuriat au service de sa vie. Je trouve que c'est hyper important. C'est se mettre soi au centre pour pouvoir en fait organiser autour. Alors l'entreprise, l'entrepreneuriat, mais aussi si tu as une famille, bah, la vie de famille, si tu es en couple, la vie de couple, la vie aussi sociale, et puis aussi bah, toi, ton rapport à toi, les espaces qui sont hyper importants pour toi. Mais au final, l'entrepreneuriat n'est qu'une partie. Et tu sais, ça pareil, encore une fois, c'est sortir du cadre salarial parce que depuis qu'on est à l'école, en tant qu'enfant, on organise notre vie autour d'un planning scolaire. Et ensuite, une fois qu'on est, salarié, Mm. on organise notre vie autour d'un planning qui est extérieur à nous, qui est celui du travail. Oui, Donc, c'est, encore une fois, c'est un shift, il faut changer ça. Mais du coup, mon invitation, c'est vraiment que bah, ton bien-être soit au centre et ensuite après s'organisent les différentes parties à partir tu vois on parlait des besoins tout à l'heure mais pour moi ça c'est central mais c'est aussi encore une fois expérimenter se connaître et puis les besoins qu'on avait il y a 3 mois peuvent être différents de nos besoins actuels totalement. donc de s'ajuster Ouais. donc il y avait ça et puis tu parlais aussi alors attends tu parlais de l'énergie et tu as parlé d'autre chose Du GPS, du GPS non c'était pas pour ça bah, je du sais plus moteur. du- On peut parler de la carrosserie si tu veux on parlait de aussi. la Il faut carrosserie aussi. entretenir la voiture. Bah, l'entretien du corps est important. Écoute, non, Mm. j'ai perdu le fil. C'est pas grave, c'est juste comme ça. Mais non, je sais plus. Bah écoute, voilà, non, c'était peut-être voilà déjà le principe d'énergie et en effet de vraiment se ménager. Et comme tu disais hein, tout à l'heure, tu sais, il y a beaucoup de salariés qui amènent au burn-out parce qu'ils se sentent pas bien, parce qu'il y a un mal-être et tout. Mais tu sais, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui terminent aussi sur une dépression ou un burn-out parce qu'au final, ils se sont pas du tout ménagés et ils ont mis l'entreprise au centre et non pas eux-mêmes. Ouais. Donc ça c'est Moi, il y a un hyper exercice que central. j'aime bien faire avec les personnes que je coach, puisque je coach aussi des thérapeutes, des entrepreneurs du bien-être. Et ce que j'aime bien leur faire faire comme exercice, c'est de leur faire faire l'emploi du temps, mais on met d'abord les trucs de la vie perso. Mmh. Et là, c'est en mode, ah bah non, mais attends, mais j'avais des trucs de prévu pour le pro. Non, non, tu mets le perso d'abord. Tu vas mettre tes loisirs, tes repas, tes rendez-vous avec tes copains, etc., la famille. Et après, tu rajouteras le pro. Et là, tu vois que effectivement, ça fait un shift mentalement aussi de dire, ah bah ouais, en fait, quand je lui donne plus de place, finalement, il y a quelque chose qui se passe aussi. Ouais. Et d'expérience, euh, les mois où j'ai le plus pris soin de moi, où j'ai été le plus dans le plaisir, potentiellement en voyage ou quoi que ce soit, c'est les mois où, tu vois, concrètement, matériellement, j'ai fait le plus de chiffre d'affaires. Exactement pareil. Parce qu'en fait, plus on est dans le plaisir, plus on se nourrit de ce plaisir, des découvertes, des rencontres, de notre relation de nous à nous, etc., etc. Mm. Ben plus aussi en fait l'entreprise peut se nourrir de ça. Et du coup, les Oui, personnes autour de nous, il y a un magnétisme qui est complètement différent. ouais. Je pense il y a d'autres choses en plus que ça. Il y a aussi cette notion de, justement, d'être vraiment connecté à ses besoins et d'honorer ses besoins. Mais il y a aussi la notion de, tu sais, se sentir abondant dans le sens où rapporter de l'estime de soi. Hmm. Parce que si jamais tu es tout le temps en train de te priver ou te dire que tu le vaux pas ou que tu peux pas te le permettre, etc., il y a un truc qui est très limitant. Et alors que si jamais, par exemple, moi, quand je vais me faire masser, derrière, je me sens super bien. Et, tu vois, on m'a pris soin de moi. Tu vois, je le vaux bien, quoi. Ou je sais pas, tu vois, tu sors de chez le coiffeur et tu dis ah ouais, mais ça me fait une belle coupe, tu vois. Je me sens vachement belle avec cette couleur ou cette coupe que j'ai faite. Et finalement, ça vient nourrir ton estime de toi, donc ça vient changer aussi ton ressenti intérieur, donc ta posture, donc ta manière d'être au monde. Et donc, il y a quelque chose même, tu vois, qui va se jouer dans la posture. Tu vas être plus décontracté, tu vas peut-être te tenir plus droit, tu vas être plus proactif. Et donc, forcément, ça va jouer sur ta communication, ça va jouer sur ta manière d'être avec tes clients, ça va jouer sur tout, en fait. Et donc, forcément, ça va jouer sur ton entreprise, le fait d'avoir pris soin de toi comme ça. Donc, pour moi, c'est aussi, on parlait de confiance en soi tout à l'heure, mais ça vient nourrir ça aussi, tu vois, le fait de prendre soin de soi. Complètement. Et du coup, j'ai eu à nouveau l'idée de ce que je voulais dire tout à l'heure. Tu sais, tu as parlé rapidement du temps, tu sais, de l'impatience qu'on voudrait parfois que ça aille vite. Ça aussi, je trouve que c'est une grande thématique. Tu vois, le côté impatience.
et accepter que parfois certaines choses prennent du temps et que d'autres choses puissent être aussi assez rapides. Mais je sais pas toi, quelle est ta relation au temps? Ah, vaste sujet, c'est l'histoire de ma vie. Tu sais, moi, je suis fan d'Harry Potter depuis toute petite. Et dans Harry Potter, il y a Hermione Granger qui est un retourneur de temps. Et en fait, pendant des années, on me demandait ce que je voulais à mon anniversaire. Je disais que je voulais un retourneur de temps pour pouvoir avoir plus de temps dans mes journées. Pour pouvoir faire 2 journées dans une, pour pouvoir avoir plus de temps pour faire tout ce que j'avais à faire. Parce que j'avais l'impression de ne pas avoir assez de temps pour faire émerger toutes les idées que j'avais. Donc, tu vois, je pars de loin en termes de gestion du temps. J'ai eu un emploi du temps en tant que salarié qui était toujours hyper bouqué parce que mes années de salariat, c'était aussi mes années de formation en naturopathie. Donc, la semaine, pendant 5 jours, je travaillais en journée. Le week-end, un week-end sur 2, j'étais en formation de naturopathie. Donc, j'avais que un week-end sur 2 de repos. Et puis, bah, les soirs, des fois, je voyais des amis. Des fois, je travaillais mes cours, puisqu'il fallait quand même que je les travaille, que je travaillais les examens, etc. Donc, en fait, en général, quand on me demandait quand on me demandait de me voir, bah, c'était oui, mais dans 3 semaines, quoi, parce que j'ai pas la place. Et je sacrifiais beaucoup aussi de moments pour moi de repos, pour rester dans l'interaction, etc. Et donc justement, en prenant plus le temps, en prenant le temps de ralentir et en prenant des temps pour moi surtout, où juste je suis avec moi, où je fais rien, en fait, je me suis rendu compte à quel point ça me ressourçait et ça me permettait de moins être stressée et donc finalement de réussir à retrouver aussi du temps dans mon agenda, donc à trier en fait les tâches, il y avait des choses qui n'étaient pas importantes, des choses que je pouvais supprimer, que je pouvais reporter à plus tard, mieux m'organiser. Et finalement, le fait de vraiment prendre plus de temps, ça m'a permis de retrouver une relation qui est plus saine au temps. Alors forcément, je dis pas que c'est tout parfait, puisque je pense qu'on est toujours en chemin par rapport à tous ces sujets-là. Euh, mais oui, il y a une espèce d'apaisement qui se fait, et je pense que tu vois ce côté de vite, 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 je veux tout faire très vite, je veux que ça marche très vite. C'est aussi une forme d'hyper-contrôle. Donc pour moi aussi le remède à ça, l'espace de guérison approprié pour ça, c'est l'acceptation et le lâcher prise. Mais c'est dur, Vaste sujet aussi. c'est challengeant. Ouais, oui, bah, enfin je l'ai vécu, si tu veux, ce début d'année, ce côté complètement, tu vois, incertitude. J'ai passé un mois, tu vois, vraiment être complètement bousculée par déjà des sujets plutôt privés du domaine de la santé aussi. Et puis après aussi ne plus avoir de sens dans ce que je faisais. Donc ça me faisait très très bizarre parce que c'était pas ce qui était prévu au programme. Et tu sais, au final, un mois dans l'histoire d'une vie, c'est rien du tout. Mais sur le coup, c'est très long. Et encore une fois, ça fait travailler le rapport au temps. Ça fait travailler le rapport, tu sais, à la confiance en soi, à comprendre pourquoi j'étais là-dedans et accepter aussi qu'il était peut-être temps que je m'ajuste et que je laisse au passé le passé. Enfin bref, c'était très grand, mais comme tu dis, en fait, plus tu lâches et plus c'est aussi, tu sais, plus depuis un espace subi, mais de choix, c'est beaucoup plus simple. Mais c'est pas forcément évident. Ouais. Tu vois, par exemple, moi, je sais que j'ai vu beaucoup ça chez des thérapeutes qui, tu vois, commencent leur activité professionnelle et en fait, ils attendent que les clients arrivent. Mais les clients, ils arrivent pas. Ils arrivent pas Et comme ça en non. claquant des doigts. Et en fait, justement, enfin, le temps peut paraître très très long dans ce cas. Mais justement, quand tu reprends aussi ta responsabilité sur ton temps, que tu le rentabilises, que tu dis, OK, ben finalement, comment est-ce que je peux mettre ce temps à profit pour moi, pour mon entreprise, pour ma famille, etc., etc. Comment est-ce que j'ai envie de répartir mon temps? Là, tu vois, c'est toi qui va être voilà, on parlait de souveraineté, et là, on est vraiment sur de la reprise de pouvoir par rapport au temps et dire, c'est moi qui décide comment est-ce que je gère mon temps et à combien de temps je donne à quoi finalement. Mm, complètement. Moi, tu sais, il y a un exercice que je fais pareil avec les personnes qui se lancent, c'est qu'elles se créent une sorte de calendrier de la semaine. Et déjà, donc, il y a les espaces qui pour eux sont pour eux, enfin vraiment dans le soin de soi, enfin bref, des activités qu'ils ont envie de réaliser, du temps pour leur famille, du temps pour le couple, enfin bref, ça c'est en premier.
Et ensuite, même quand même ils n'ont pas encore de clients, en fait, de bloquer déjà des créneaux dédiés à l'entreprise, donc potentiellement derrière pour leurs clients, mais qu'en fait sur ces créneaux-là, ça soit des créneaux pour que ce soit pour l'aspect, tu vois, je sais pas, quand ils sont encore un peu d'administratif à faire en création d'entreprise, ensuite pour construire une communication, construire une stratégie. En fait, que ça soit pas déjà, tu sais, ils commencent pas avec une sorte de gestion du temps qui soit pas ouf, mais qu'ils aient déjà des créneaux dédiés à leur entreprise. Et comme tu dis, au final, ces créneaux-là seront ensuite dédiés pour leurs clients. Mais en attendant, ben, ça sert quand même à la création de clients. Oui. Et c'est drôle parce que en t'écoutant parler, ça m'a rappelé un souvenir de quand j'étais petite. J'ai été dans une école primaire pédagogie freinée, donc une pédagogie alternative. Et en fait, quand on était dans cette école primaire, on devait faire en début de semaine notre emploi du temps. Donc, il y avait un emploi Ok. du temps de la classe où il y avait des temps qui étaient dédiés au sport, des temps qui étaient dédiés à tout ce qui était créatif, des temps de coopération où c'était des échanges avec le reste de la classe pour résoudre des problèmes, pour mettre en avant des idées ou créer des projets, etc. Il y avait des temps de travail collectif et il y avait des temps de travail personnel. Et sur les temps de travail personnel, en fait, tu étais libre de t'organiser comme tu voulais. Et donc, c'était toi qui décidais, bah tiens, aujourd'hui, je vais faire cette semaine, je vais faire des maths et je vais faire un peu d'histoire. Mais du coup, enfin, tu vois, ça peut être un peu plus que ça, hein, mais et puis la semaine d'après, et ben, en fait, comme j'ai fait des maths la semaine dernière, cette semaine, je vais plutôt faire du français. Et Mm. puis, peut-être que je vais faire ceci, cela, tu vois. Et t'ajustais comme ça. Et c'était toi qui choisissais comment est-ce que tu gérais ton temps. Et puis ensuite, t'avais, le maître ou la maîtresse d'école qui regardait à la fin de la semaine comment tu t'étais réparti, ce que t'avais fait effectivement. Tu disais, bah, peut-être que des suggestions, tu vois, peut-être ça peut être bien que tu fasses ça plutôt ou ça la semaine prochaine. Mais c'était toujours toi qui étais libre. En fait, juste à la fin on n'avait pas de notes dans cette école. Et à la fin de l'année, il fallait qu'il y ait un certain nombre de critères qui soient cochés. Mais si tu voulais faire, par exemple, euh, toutes les exercices de maths, en fait, en début d'année, pendant 2 mois, et ensuite plus faire de maths toute la reste de l'année, et qu'ensuite le reste de l'année, tu faisais les autres thématiques, bah, tu pouvais, en fait. C'est toi qui gérais ton temps comme tu voulais. Oui, bah déjà, je trouve ça extraordinaire parce que ça ramène, tu vois, tu parlais de souveraineté. Voilà, dès l'enfance, bah, c'est fantastique que tu aies pu vivre ça. Ouais, bah, c'est chouette. Tu vois, je me Ah dis, ouais, il y a bah, déjà, tu vois, notre génération, enfin, il y avait déjà des propositions, que ce soit la méthode Freinet, il y a Montessori, Steiner aussi, enfin, Waldorf plutôt. Enfin, c'est le même, mais bon, bref, ça s'appelle Waldorf. Et tu vois, j'imagine même pas pour, tu vois, la génération après de nos enfants, il y a déjà autre chose qui émerge déjà à l'heure actuelle. Et donc, encore une fois, pour la génération de petits-enfants, ce sera pareil. Et il y a vraiment ce trait à retourner, tu sais, aussi à la nature, avoir des projets, tu vois, vraiment de responsabilisation. Au Costa Rica, là, juste à côté de notre ville, il y a une école qui s'appelle Project Life. Et là, pareil, je sais pas si c'est basé sur une des trois grands éducations, Freinet, Montessori ou Waldorf, mais en tout cas, c'est vraiment les enfants ensemble qui vont réfléchir sur des thématiques qui sont vraiment centrales. Et pareil, en fait, ils font des mathématiques ou de l'histoire dans la journée. En fait, c'est eux qui choisissent. Encore une fois, Mm. tant qu'à la fin de l'année, tout a été vu, c'est ça le principal au final. Et, euh, et c'est chouette. Ouais, pour Euh, moi, ça part. Vas-y. Non, non. Pour moi, ça part aussi justement de ce qu'on disait tout à l'heure. Enfin, on disait, tu vois, la santé naturelle, ça devrait être appris à l'école. Mais en fait, quand tu apprends l'autonomie et la responsabilité dès l'école, euh, ça fait de toi un être qui sera capable de retrouver sa souveraineté plus tard, même si tu t'en déconnectes à un moment. Parce que t'es pas formaté à faire exactement comme ça, à penser d'une certaine manière. À chaque fois, nous, dans notre école primaire, on était appelés à faire les choses depuis l'espace de notre cœur, vraiment. C'est-à-dire, c'était bon, bah, tu veux faire une recherche. En fait, on devait faire des recherches personnelles, tu vois, pour parler après d'un sujet à tout le monde. Tu veux faire sur quoi? Ok, les châteaux forts, ça te plaît? Eh ben, vas-y, fais sur les châteaux forts. Ah, t'as envie de faire sur les fusées et sur la lune? Eh ben, vas-y, fais sur les fusées et sur la lune. Et c'était vraiment, tu vois, et il n'y avait pas de programme imposé, de faut voir telle période ou quoi. En fait, c'était au final, à travers l'intelligence collective, tu arrivais à balayer un peu tout le programme, mais en repartant vraiment de la passion en fait des enfants et derrière de leur capacité à transmettre, puisque à chaque fois, Mm. quand tu faisais ta petite recherche dans ton coin, fallait que tu parles à tout le monde. Et je trouve que quand tu viens comme ça proposer ce genre de choses dans des espaces scolaires,
en fait, tu fais des êtres responsables pour toute leur vie derrière. Et tu parlais justement de faire depuis l'espace du cœur. Chez toi, tu as une grande vision pour les futures années. Est-ce que tu peux nous en parler ici? Oui. Moi, je suis passionnée par tout ce qui est magie depuis toute petite. Pas la magie, les tours de magie, mais par la magie, l'esprit de la magie, tu vois. Ce que ça apporte comme ouverture, justement, de waouh, c'est incroyable, l'enthousiasme que ça procure derrière. Et de toutes les choses, en fait, qu'on pourrait, tu vois, comme je te disais, j'aime bien Harry Potter, mais on pourrait dire, ouais, c'est de la magie. Typiquement, tu vois, la loi d'attraction. C'est des choses comme ça où il y a physiquement, si jamais tu restes vraiment sur le côté très cartésien, tu l'expliques pas forcément. Et pourtant, il y a plein de choses qu'on n'explique pas forcément. Et donc moi, j'ai toujours été passionnée par ce côté magique euh, qui s'explique de d'autres manières. Et donc moi, en fait, ce que j'aimerais, c'est vraiment être dans de la transmission de tous les pouvoirs magiques en fait qu'on a, puisqu'en fait, on est tous des magiciens et des magiciennes dans notre corps, dans notre esprit, et on a plein de choses comme ça qu'on peut réussir à maîtriser en les apprenant petit à petit. Et donc en fait, j'ai envie de créer une école de magie. J'ai envie de créer une école de magie où on se réapproprie nos pouvoirs personnels, nos pouvoirs magiques de notre corps, tu vois, ces pouvoirs de l'auto-guérison, ces pouvoirs tu vois, d'être en connexion avec soi, avec le vivant, avec tout. Les pouvoirs de l'esprit, tu vois, d'attirer ce qu'on veut. Toutes ces choses-là, les pouvoirs de la nature, tu vois, des plantes médecines qui sont transmises depuis des milliers d'années. Tout ça, c'est des choses que j'ai très envie de pouvoir concrétiser dans une école de magie. Voilà. Waouh, ça fait rêver. Mais tu vois, et ça regroupe après encore plein d'autres choses dont on n'a pas parlé, mais par exemple, moi j'ai pris 3 ans de cours d'astrologie et je trouve ça passionnant en fait, tout ce que ça peut ouvrir. On en avait parlé ensemble au Mexique, mais tout ce que ça peut ouvrir aussi en termes d'espace de connaissance de soi. Et voilà, enfin, il y a plein d'approches comme ça qui sont hyper intéressantes et qui permettent vraiment de se reconnecter à sa magie. Merci pour ça. Il y a une question que je pose à chacun de mes invités. C'est qu'est-ce que tu penses qui arriverait si chaque personne de cette planète se donnait la permission d'entreprendre sa vie? Le monde serait plus beau. Hmm. Non, pour moi, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que ça reviendrait à faire des êtres qui sont responsables dans tous les domaines de leur vie et qui reprennent leur pouvoir et leur souveraineté de tous côtés, en fait. Donc, avec une société d'individus souverains et conscients, mais le monde serait merveilleux, Mélanie. On est en Donc, chemin. entreprenons tous dans notre vie. Oui. Et puis, tu sais, chacune, on sème aussi des graines. C'est notre participation. Notre part du colibri, comme dirait Pierre Rabhi. Exactement. Comment est-ce qu'on fait pour te découvrir, te suivre? Dis-nous tout. Alors, je suis assez active sur Instagram, donc avec mon prénom point mon nom, Alice.Rebière. Sinon, j'ai un podcast qui s'appelle La magie de l'auto-guérison, Ouais. sur lequel tu as été invitée déjà. Voilà, c'est principalement mes moyens de communication principaux pour l'instant. J'ai aussi une newsletter et je suis en train de remettre à jour complètement mon site internet qui n'a pas été mis à jour depuis plus d'1 an. Donc pour l'instant, je communique pas dessus et peut-être dans quelques mois. Ça marche. Bah, écoute, Grand ménage de printemps. très bien. Parfait. Je mettrai en description les liens pour qu'on puisse du coup te retrouver. Merci beaucoup pour ce moment tous les deux. C'était chouette. Merci à toi, j'ai adoré cette conversation et puis c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Oui, pareil. Eh bien, écoute, je te souhaite une belle journée et je te dis à tout bientôt. À bientôt Mélanie. Au revoir tout le monde.